Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de Grand Angle. Ravi de vous retrouver ce soir. Mesdames, Messieurs, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve chaque semaine dans ce grand rendez-vous avec notre histoire. Qui a dit que l'instinct dicte le devoir et l'intelligence fournit des prétextes pour l'éluder? Point de citation. C'est Marcel Proust. Chers téléspectateurs de Grand Angle, une fois encore, bonjour. Ce soir, je vous invite à poursuivre ensemble notre voyage dans le passé. Nous sommes en 1986. Denis Sassou Nguesso, président de la République populaire du Congo, et en même temps le nouveau président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine. Il entreprend alors une tournée à travers plusieurs pays d'Europe occidentale. Denis Sassou Nguesso parle en ce moment-là au nom de l'Afrique. Dans cette tournée, la France de François Mitterrand lui réserve un accueil des plus chaleureux. Les deux hommes se connaissent bien. Ils se respectent et s'apprécient mutuellement, malgré leurs différences idéologiques. À cette occasion donc, le président Denis Sassou Nguesso et sa suite sont reçus au palais de l'Élysée par le président François Mitterrand pour un toast. Mesdames, Messieurs, je vous invite à suivre ce document. Koumou Boni, c'est à toi à la régie. En vous accueillant ce soir à l'Élysée, je souhaite d'abord vous dire combien nous sommes heureux de pouvoir vous exprimer l'amitié, l'estime et le respect que la France a pour le Congo, pour son président et pour le peuple congolais. C'est peu que de dire la France et le Congo se connaissent bien. J'ai pu moi-même mesurer lors de ma visite dans votre beau pays en 1982 par la chaleur de l'accueil et la vivacité des sentiments, l'ampleur et l'intimité des liens qui nous unissent. Comment pourrait-il en aller autrement, puisque le Congo partage avec nous le souvenir de certaines heures, de grandes heures et parmi les plus graves de l'histoire de la France. Que de Brazzaville sont parties ces actions de courage et de fierté qui montraient pour nous-mêmes les chemins de la résistance et de l'honneur. Cette fraternité d'armes et de cœur reste vivace. Et rien de ce qui touche désormais votre peuple ne nous est étranger. Sachant ce que l'histoire apporte, vous avez accepté, Monsieur le Président, l'héritage, cet héritage qui nous est commun, tout en poursuivant la voie originale qui est la vôtre, qui correspond à l'attente de votre peuple, et la France qui entend être le partenaire désintéressé de ceux qui lui accordent leur confiance, respecte ses choix. Je sais, Monsieur le Président, que votre action personnelle a été pour beaucoup dans l'approfondissement de nos relations, votre participation aux conférences des chefs d'État de France et d'Afrique, votre appel aux entreprises françaises pour la réalisation de votre développement, la part qu'elles ont déjà prise dans la mise en valeur de vos ressources ont notablement enrichi nos relations. Et vous savez que la convergence de nos positions, en particulier sur les problèmes de l'Afrique, est très grande. La dureté des temps, qui n'épargne personne, affecte profondément votre pays. Face à des variations de prix qui diminuent dramatiquement les ressources du Congo, vous avez choisi, avec un courage auquel je tiens à rendre hommage, la politique difficile qui vise à ajuster l'activité économique tout en préservant la paix sociale. Sachez que la France, compagnon des beaux jours et de ceux qui le sont moins, apporte son appui sans réserve à votre démarche. Vous avez aussi agi, Monsieur le Président, avec la vision de l'homme d'État qui a naturellement été choisi par vos pairs et qui vous ont porté à la présidence de l'Organisation de l'Unité africaine. Vous assumez actuellement cette lourde charge. Au moment où votre continent supporte le fléau injuste de la crise économique et financière plus que quiconque,
À quoi s'ajoute la blessure toujours ouverte de nombreuses guerres et de nombreux conflits. Soucieux d'inscrire votre action dans la continuité de celle engagée par votre prédécesseur, le président Diouf, vous avez mis l'accent sur la nécessité pour les États africains de faire face à la crise en recherchant la mise en œuvre des orientations arrêtées, non toujours suivies, par la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies, et de faire, au nom de votre peuple, l'effort nécessaire pour ajuster les plans nationaux de développement au programme prioritaire de redressement de l'OUA. Cela a été notamment l'objet du comité directeur permanent de l'organisation qui s'est tenu précisément à Brazzaville, à votre initiative, en décembre. Et je le répète, la France soutient votre action. Dans toutes les organisations internationales, elle fait entendre sa voix pour que la communauté des nations prenne la mesure réelle de la situation de l'Afrique et fasse en sorte, par des réalisations et des initiatives nouvelles, d'y porter remède. Il y a peu de temps, j'avais évoqué à Lomé le plan Marshall, dont nous fêterons l'année prochaine le 40e anniversaire. Bien entendu, toute comparaison historique a ses limites. Mais un certain parallèle s'impose, car le moment est venu d'une mobilisation massive vers l'Afrique des ressources et des énergies des pays mieux nantis. J'espère que grâce à nos efforts respectifs, à ceux de l'Europe et de l'OUA, ce message finira par être entendu. Et pourtant, nous le constations au cours de notre conversation, celle que nous avons tenue cet après-midi, que nous avons reprise pendant ce dîner. On a le sentiment que, au-delà des pétitions de principe, rien ne bouge. Depuis déjà des années, la France s'élève contre cette tendance des pays les plus riches à oublier que les termes de l'échange les intéressent tout autant que vos peuples, et qu'ils ont en plus un devoir de solidarité que la France remplit, et dans ses relations bilatérales, et dans sa participation aux aides multilatérales. Non seulement notre pays a réduit aucune de ces aides, mais il les a accrues à l'encontre de la plupart des grands pays que je pourrais citer. Et il nous faudra, d'ici peu, reprendre haut ce langage, car vous constatiez, comme je le constate moi-même, à quel point certains des plus grands pays tendent à se refermer sur eux-mêmes ou à préférer des accords préférentiels bilatéraux, caractère politique et stratégique, au devoir universel de solidarité. J'espère, et nous y portons nos efforts, le gouvernement, moi-même, tous les Français qui sont dans les institutions internationales, nous nous efforçons en même temps de convaincre l'Europe, la communauté économique européenne, qu'elle peut et qu'elle doit remplir un grand rôle, d'abord d'incitation, ensuite d'exécution. Parmi les problèmes très préoccupants, comment ne pas faire une place à part à l'Afrique du Sud, l'Afrique australe? Vous avez, avec quelle vigueur, Monsieur le Président, dénoncé l'apartheid. Vous vous êtes fait l'interprète de l'Afrique tout entière, comme c'est votre devoir et votre conviction, devant une situation qui porte atteinte aux droits fondamentaux de l'humanité. Nous condamnons nous-mêmes ce système. On ne peut durablement instituer des classes de citoyens en raison de leur couleur ou de leur origine. Nous continuerons d'agir pour que là, comme partout cela se révélerait nécessaire, l'homme, tout simplement, soit rétabli dans sa dignité. Et nous ne cesserons pas de préconiser des mesures propres à mettre un terme à cette situation.
D'autres pays de l'Afrique australe exigent notre attention. Je pense à ceux qui sont soumis à des ingérences extérieures. Je pense en particulier, naturellement, à la Namibie, qui se trouve sous occupation, en violation du droit et des démarches des Nations Unies et des groupes de travail ou de contact créés à cet effet. Vous parlerez du Tchad. On le voit tous les jours. Le problème central est celui de l'intégrité territoriale d'un pays africain. Vous avez dépensé des efforts considérables, vous-même, ainsi que d'autres chefs d'État africains, pour que se réconcilient les frères tchadiens séparés, opposés, divisés. Bien qu'on puisse considérer aujourd'hui que cette action a pratiquement atteint son terme. Comment ne pas voir que les opérations militaires qui se déroulent en ce moment dans la partie nord de ce pays opposent les Tchadiens, qui sont chez eux, à des forces étrangères, qui, elles, n'ont aucun titre à se trouver là. Et cela pour la simple raison que le gouvernement légitime du Tchad, reconnu par l'ensemble de la communauté internationale, et au premier rang par l'OUA, n'a pas appelé ces forces-là au Tchad et ne souhaite pas leur présence. Bien des parallèles infondés ont été établis. Il n'y a pas de comparaison à faire entre la présence militaire d'une armée d'occupation dans le nord du pays et la situation de la France appelée par le gouvernement légitime à soutenir ses droits. Aucune comparaison, ni en droit, ni en fait, ne peut être établie, d'autant plus qu'il est facile de résumer la politique française, que les occupants s'en aillent et, sans perdre un instant, les troupes françaises rentreront dans leur pays. La France n'a aucune ambition de ce type en Afrique. Nous ne cherchons à occuper aucune fraction de territoire, aucun territoire. La période coloniale est pour nous achevée depuis déjà longtemps. Nous ne cherchons pas de colonie. Pourquoi faut-il qu'un pays voisin du Tchad cherche, lui, à établir sa propre colonie dans un pays qui mériterait plus de soins fraternels? Notre seule ambition, elle est d'apporter, dans le respect des souverainetés, notre coopération. Nos partenaires nous l'ont demandé. Nous avons dit oui. Et nous souhaiterions très vivement que cette affirmation cesse sur le plan strictement militaire, dès lors que le droit international serait respecté sur tous les points du territoire. Enfin, vous-même, Monsieur le Président, vous y avez exercé beaucoup de patience, de ténacité, de talent. Vous avez apporté un sens des réalités. Vous avez offert votre personne et votre capital pour faciliter les échanges. Vous êtes reconnu comme l'un des responsables éminents de l'Afrique contemporaine. Nous ne pouvons que souhaiter que vous puissiez contribuer à mener à bien le retour à la paix, c'est-à-dire à l'intégrité et à l'indépendance du Tchad. Le président Houphouët-Boigny vous présentait récemment devant la presse internationale comme la personnalité africaine qui illustre le mieux la relève des anciens sages du continent. Des anciens par des nouveaux. Sages. Permettez-moi de vous saluer à ce titre. J'y trouve des motifs de confiance pour l'avenir des Congolais, pour l'amitié du Congo et de la France. Au demeurant, sur nos relations ne plane aucun nuage. Nos rapports ne cessent de connaître un développement que je crois remarquable, s'il n'était freiné précisément par les difficultés que nous en avons, mais que vous rencontrez par le fait 100 fois répété qu'on se demande comment un pays comme le vôtre, dont le développement exige tant de soins, comment pourrait-il tenir
des plans de développement de 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, dès lors que tout peut être renversé, inversé, détruit par un simple mouvement de la spéculation internationale ou par un jeu sur les monnaies. Cela n'incombe pas à votre responsabilité. Il est en effet exaspérant, révoltant, qu'un peuple puisse être ainsi soumis à des décisions prises à des milliers de kilomètres de chez lui. Mais enfin, pour ce qui touche à nos relations, ainsi qu'avec l'Europe, dont je dois dire que la communauté a marqué, dans ce passé récent, surtout autour des accords de Lomé, qu'elle comprenait vos problèmes. Vous devriez le comprendre encore plus, et nous vous y aiderons. En tout cas, je le répète, pour ce qui nous concerne, nos échanges dans tous les domaines, culture, commerce, coopération, connaissent une grande intensité. Vous souhaitez les accroître, nous y sommes disposés. Ici même sont présentés par leurs dirigeants d'importantes entreprises. Et je suis très heureux d'accueillir ces dirigeants ici ce soir. C'est très important pour nous tous. Eh bien, je puis dire en leur nom, même si je ne les ai pas consultés. Leur présence me suffit pour affirmer qu'elles sont très désireuses de participer davantage encore à la mise en valeur de votre pays. Et je souhaite que cette visite d'État soit l'occasion de multiplier, de diversifier encore les rapports et l'attachement dont j'ai parlé, qui existe depuis si longtemps entre nos deux pays. Mesdames et messieurs, j'ai dit le plaisir que nous éprouvions à recevoir le président Sassou Nguesso et vous, madame. Vous avez accompagné bien souvent votre mari dans les voyages qu'il fait à Paris, mais qui n'ont pas toujours, bien entendu, cet aspect solennel. Ce qui ajoute au charme de nos rencontres. Nous sommes, pourrait-on dire, bien que ce chef d'État, depuis 8 ans, à la tête de son pays, est à peine 45 ans. Eh bien, j'allais dire, nous sommes quand même de vieux amis. Et nous nous informons chaque fois avec le plus grand intérêt de ce qui se passe chez vous. Comme nous nous intéressons de tout ce qui touche à vos personnes. Il me sera donc très aisé, mesdames et messieurs, de lever mon verre et de vous inviter à lever le vôtre en l'honneur de nos amis, le président de la République populaire du Congo et de madame Sassou Nguesso, de leurs familles, des êtres qui leur sont chers, au peuple congolais tout entier, auquel nous lie l'amitié que j'ai évoquée et dont vous nous avez apporté, monsieur le président, le témoignage renouvelé. C'est à votre bonheur personnel que je lève ce verre, mais aussi à la prospérité de votre peuple, à l'amitié fidèle et chaleureuse entre nos deux pays, à la paix comme au progrès du Congo et de l'Afrique tout entière. Vive le Congo, vive la France. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, le 11 octobre 1982, avant de quitter Brazzaville, à l'issue de votre visite officielle, la première d'un chef d'État français au Congo, vous aviez exprimé la conviction que les relations entre les chefs d'État congolais et français allaient se développer. En témoignage de l'excellence des rapports entre nos deux pays et leurs dirigeants. Depuis lors, vous et moi, nous n'avons pas cessé de nous concerter, tant sur les questions bilatérales que sur les problèmes mondiaux, que ce soit à Paris, à l'occasion de mes visites de travail ou pendant les conférences
des chefs d'État de France et d'Afrique. Parallèlement, nos ministres et hauts fonctionnaires n'ont cessé de se retrouver à Brazzaville ou à Paris pour mettre en œuvre les différents pans de la riche et excellente coopération qui existe entre le Congo et la France. Ma visite aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre, celui de l'échange mutuel, de l'harmonisation régulière de nos points de vue sur les multiples sujets qui jalonnent notre parcours commun. S'il est une preuve de cette évolution heureuse des rapports franco-congolais, c'est celle du plan quinquennal 1982-1986 que nous venons de réaliser avec le concours de nombreux opérateurs français qui ont joint leur effort au nôtre pour aider à transformer un peu mieux le paysage économique et social du Congo. Je voudrais ici me féliciter de l'esprit de coopération qui a présidé à cette gigantesque réalisation et qui a permis aux Congolais et aux Français d'aplanir autant que possible les inévitables contentieux qu'une entreprise de cette taille peut engendrer dans un contexte international que tout le monde s'accorde à reconnaître comme étant particulièrement difficile. L'exemple du plan quinquennal congolais constitue, Monsieur le Président, l'illustration parfaite des contraintes incontournables auxquelles sont exposées les jeunes nations dans leurs efforts de développement. En effet, conçu dans une conjoncture plutôt favorable aux hydrocarbures, notre principale source de revenus, notre plan a dû, à peine entamé, subir les contre-coups de la crise pétrolière et nous obliger quotidiennement à un effort d'ajustement pour maintenir les grands équilibres macroéconomiques indispensables au fonctionnement régulier de notre État et à l'investissement productif. Au Congo, ce sont les variations en baisse des ressources provenant du pétrole qui entravent le projet de développement. Ailleurs en Afrique, ce sont tantôt les cours du cacao, du café, du bois, tantôt ceux du cuivre et d'autres minéraux, quand les sauterelles, les criquets migrateurs et la sécheresse ne viennent pas mettre à rude épreuve des systèmes déjà fortement ébranlés. À ces phénomènes négatifs s'ajoute, vous le savez, Monsieur le Président, l'angoissant problème de la dette africaine que vous avez analysé en des termes justes et pleins de compréhension. Sur ces questions de développement économique, de cours de matières premières, de dette, l'Afrique s'est clairement prononcée et elle a fait les choix qui s'imposaient et que vous connaissez. Contrairement à une opinion assez répandue en Occident, beaucoup de pays africains sont en train de procéder à des révisions déchirantes de leurs politiques économiques, tout comme ils s'efforcent d'appliquer
à la limite du supportable, de rigoureux programmes d'ajustement structurel. Ce que l'Afrique attend de la communauté internationale, c'est un effort de compréhension, un appui à ses propres efforts pour assurer au moins ce minimum de croissance sans laquelle il n'y aurait pas de chance de survie pour ces peuples. Ce qu'elle attend, c'est un allègement significatif du fardeau de la dette, afin que nos peuples ne produisent plus essentiellement pour payer des dettes et que nos États ne sortent pas plus de capitaux au titre du remboursement de leurs dettes qu'ils reçoivent au titre de l'aide publique au développement. Ce que nous revendiquons, c'est un juste prix, un prix rémunérateur pour nos produits aujourd'hui livrés à la spéculation sur les marchés libres. En spéculant sur le cacao, le café, le fer, etc. On ne spécule pas seulement sur des produits, mais aussi sur le sort des millions d'hommes et de femmes. Cette revendication, c'est ce que nous appelons un nouvel ordre des choses. Voilà le sens de notre appel à la solidarité internationale qui devra permettre à l'Afrique de réaliser sans trop de heurts le programme d'action des Nations Unies. L'accent unanimement mis sur l'agriculture, le développement rural, les infrastructures de communication et les ressources humaines traduit assez le tournant pris par le continent dans l'approche des problèmes de développement. Tout cela, vous le connaissez parfaitement. Et ce n'est pas à l'homme qui a parlé à Cancun, à New Delhi, au cours des sommets des 7 pays les plus industrialisés. Ce n'est pas à la France qui s'est engagée à atteindre sous peu l'objectif de 0,7% du PNB à consacrer à l'aide publique au développement. Ce n'est pas à ce pays promoteur de la création du Fonds spécial pour l'Afrique, destiné à compenser les insuffisances de l'AID. Non, ce n'est pas à vous, Monsieur le Président de la République, ce n'est pas à votre pays que j'enseignerai le devoir de solidarité. Je veux tout simplement dire qu'on peut toujours faire un peu plus, malgré la rigueur des temps. Car les temps sont difficiles pour tout le monde. Vous avez vos propres problèmes de chômage, de balance commerciale, de fluctuation monétaire, de modernisation du tissu industriel. Mais il y a toujours en chaque homme, en chaque peuple, quelque part où puiser un supplément de ressources pour celui à qui tout fait défaut. Monsieur le Président de la République, si j'ai commencé mon propos par les questions économiques, c'est parce que je considère que l'économie conditionne la politique. En tout cas,
elle en fixe les limites. Sur l'ensemble des problèmes que vous avez abordés avec cette chaleur communicative et cette force de conviction que l'on vous connaît. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est pour dire que je partage vos préoccupations, qui s'inspirent toujours du souci de paix, de justice, d'équité, et qui se fondent sur une très haute idée de l'homme, un attachement constant aux valeurs qui ont de tout temps honoré l'image de la France et qui font qu'aux yeux de nombreux peuples à travers le monde, la France demeure la patrie des droits de l'homme. En cette période de regain du racisme, de la xénophobie, du repli sur soi, il est bon, il est sain que des voix comme la vôtre s'élèvent toujours pour appeler à la tolérance et condamner toutes les formes de violence et d'atteinte à la dignité humaine. C'est pourquoi nous sommes toujours adressés à la France pour l'amener à appuyer nos efforts dans la lutte contre le système anachronique de l'apartheid. Je connais vos sentiments personnels sur cette question d'éthique morale et politique. J'apprécie les diverses mesures adoptées par les différents gouvernements français pour contraindre Pretoria à composer avec la majorité de sa population. Je m'appuie sur ces réponses positives de la France pour demander qu'elle applique toutes les mesures nécessaires à la poursuite de ce but. La suspension de la participation de la France au groupe de contact sur la Namibie traduit fidèlement votre point de vue sur la façon dont il faut parvenir à l'indépendance immédiate de ce pays. Nous voulons ici inviter nos amis français à amener l'Europe à être en phase avec nous sur cette question de l'Afrique australe. Vous avez à juste titre évoqué le problème du Tchad. Qu'ajouterai-je à ce que vous venez de dire? Il y a quelques jours, vous avez bien voulu recevoir ici à l'Élysée mon ministre des Affaires étrangères, venu vous faire part de ma préoccupation à la suite des récents développements de la situation dans ce pays frère, meurtri par de longues années de guerre civile. J'ai dit, et je le répète, le drame tchadien doit être réglé par les Tchadiens eux-mêmes, hors de toute ingérence étrangère. J'ai toujours appelé les Tchadiens au compromis pour la paix. La paix par la réconciliation nationale. Et j'ai toujours préconisé un règlement qui respecte l'indépendance du Tchad, son intégrité territoriale. J'espère vivement que les démarches que j'ai engagées de concert avec mon ami et frère, le président Omar Bongo du Gabon, et qui ont votre appui ainsi que celui du gouvernement français, nous permettront de faire enfin entendre raison aux uns et aux autres. Je n'ai pas la prétention d'épuiser ce soir le vaste panorama des points que j'aborderai avec vous
et avec le gouvernement français durant mon séjour. Les entretiens que nous venons d'avoir me confirment dans ma conviction qu'ici en France, j'ai frappé et je frapperai toujours à la bonne porte. Et je me félicite de cet état de choses, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons forger un destin digne des espérances d'une jeunesse qui ne comprend pas et qui récuse le monde absurde que certains intérêts égoïstes voudraient lui façonner. Enfin, Monsieur le Président, je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier une fois de plus de l'excellent accueil qui m'a été réservé à moi-même, à mon épouse, ainsi qu'à la délégation qui nous accompagne. Je ne saurais passer sous silence ces mots aimables, touchants, simples et chaleureux que vous avez eus pour moi et pour mon pays. Je ressens tout ceci comme des marques renouvelées de l'amitié que vous nourrissez à l'égard du Congo. Un pays que vous connaissez et qui s'honore d'avoir toujours été un partenaire respectueux de ses engagements et fidèle à ses amitiés. C'est pour toutes ces raisons et pour respecter la coutume que je vous invite, Mesdames, Messieurs, à lever votre verre et à porter un toast à la santé du président François Mitterrand, à la santé de Madame Mitterrand et à celle de tous leurs proches, à la prospérité de la France et au bonheur du peuple français, à l'amitié et à la coopération entre nos deux pays, au rapport franco-africain. Vive la France, vive le Congo, vive l'entente entre l'Europe et l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous dis à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Grand Angle. La pensée du jour est du boxeur Mohamed Ali, qui a la même vision du monde à 20 ans qu'à 50 ans a perdu 30 ans de sa vie. Point de citation. Au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous dis une fois encore merci, au revoir et à la semaine prochaine. Sur la même antenne, le même jour à la même heure, et toujours avec le même plaisir. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien, bonne soirée à tous et bonne suite de programmes sur Télé Congo. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie.